Le Horla, un recueil de Guy de Maupassant. 8e partie. Le diable. Le paysan restait debout en face du médecin, devant le lit de la mourante. La vieille, calme, résignée, lucide, regardait les deux hommes et les écoutait causer. Elle allait mourir. Elle ne se révoltait pas. Son temps était fini. Elle avait 92 ans. Par la fenêtre et la porte ouverte, le soleil de juillet entrait à flots, jetait sa flamme chaude sur le sol de terre brune, onduleux et battu par les sabots de 4 générations de rustres. Les odeurs des champs venaient aussi, poussées par la brise cuisante, odeur des herbes, des blés, des feuilles, brûlées sous la chaleur de midi. Les sauterelles s'égosillaient, emplissaient la campagne d'un crépitement clair, pareil au bruit des criquets de bois qu'on vend aux enfants dans les foires. Le médecin, élevant la voix, disait « Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule dans cet état-là. Elle passera d'un moment à l'autre. » Et le paysan, désolé, répétait « Faut pourtant que je rentre mon blé. V'là trop longtemps qu'il est à terre. Le temps est bon, justement. Qu'est-ce que t'en dis, mamé ?» Et la vieille mourante, tenaillée encore par l'avarice normande, faisait oui de l'œil et du front, engageait son fils à rentrer son blé et à la laisser mourir toute seule. Mais le médecin se fâcha, et tapant du pied « Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous, et je ne vous permettrai pas de faire ça, entendez-vous. Et si vous êtes forcé de rentrer votre blé aujourd'hui même, allez chercher la râpée parbleu, et faites-lui garder votre mère, je le veux, entendez-vous. Et si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai crever comme un chien quand vous serez malade à votre tour. Entendez-vous. » Le paysan, un grand maigre au geste lent, torturé par l'indécision, par la peur du médecin et par l'amour féroce de l'épargne, hésitait, calculait, balbutiait. « Combien qu'elle prend la râpée pour une garde ?» Le médecin criait. « Est-ce que je sais, moi ? Ça dépend du temps que vous lui demanderez. Arrangez-vous avec elle, morbleu. Mais je veux qu'elle soit ici dans 1 heure. Entendez-vous » L'homme se décida. « J'y vas. Vous fâchez point, monsieur le médecin. » Et le docteur s'en alla, en appelant. « Vous savez, prenez garde, car je ne badine pas quand je me fâche, moi. » Dès qu'il fut seul, le paysan se tourna vers sa mère, et d'une voix résignée, « Je vas la râpée, puisqu'il veut cet homme. T'éluge point tant que je revienne. » Et il sortit à son tour. La râpée, une vieille repasseuse, gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Puis, dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir, elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare d'une avarice tenant du phénomène, courbée en deux comme si elle eût été cassée au rein par l'éternel mouvement du fer promené sur les toiles, on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir, de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté, et elle racontait avec une grande minutie de détails toujours pareils, comme un chasseur raconte ses coups de fusil. Quand Honoré Bontemps entra chez elle, il la trouva préparant de l'eau bleue pour les collerettes des villageoises. Il dit « Allons, bonsoir, ça va-t-il comme vous voulez, la mère râpée ?» Elle tourna vers lui la tête. « Tout de même, et de votre part ?» « Oh, de ma part, ça va ta volonté, mais c'est ma mé qui ne va point. »« Votre mé ? Oui, ma mé. Qu'est cale à votre mé ? Ah, la qu'elle va tourner de l'œil. » La vieille femme retira ses mains de l'eau, dont les gouttes bleuâtres et transparentes lui glissaient jusqu'au bout des doigts, pour retomber dans le baquet. Elle demanda, avec une sympathie subite. « Allez si bas que ça ? Le médecin dit qu'elle ne passera point la relever. » « Pour sûr qu'elle est bas, alors. » Honoré hésita. Il lui fallait quelques préambules pour la proposition qu'il préparait, mais comme il ne trouvait rien, il se décida tout d'un coup. « Combien que vous me prendrez pour la garder jusqu'au bout ? Vous savez que je somme point riche, je peux seulement point me payer une servante. C'est ben ça que la mise là, ma pauvre mé, trop d'élugement, trop de fatigue, à travailler comme 10, nonobstant c'est 92. On
On n'en fait plus de cette graine-là. La râpée répliqua gravement. Il y a deux prix, 40 sous le jour et 3 francs la nuit pour les riches, 20 sous le jour et 40 la nuit pour les autres. Vous me donnerez 20 et 40. Mais le paysan réfléchissait. Il la connaissait bien, sa mère. Il savait comme elle était tenace, vigoureuse, résistante. Ça pouvait durer 8 jours, malgré l'avis du médecin. Il dit résolument. Non, j'aime bien que vous me fassiez un prix. Là, un prix pour jusqu'au bout. Je courons la chance de part et d'autre. Le médecin dit qu'elle passera tantôt. Si ça se fait, tant mieux pour vous, tant pis pour mai. Ma si elle tient jusqu'à demain, ou plus longtemps, tant mieux pour mai. Tant pis pour vous. La garde, surprise, regardait l'homme. Elle n'avait jamais traité un trépas à forfait. Elle hésitait, tentée par l'idée d'une chance à courir, puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer. « Je peux rien dire. Tant que j'aurai point vu votre mets, répondit-elle. Venez-y, laver. Elle essuya ses mains et le suivit aussitôt. En route, ils ne parlèrent point. Elle allait d'un pied pressé, tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait, à chaque pas, traverser un ruisseau. Les vaches couchées dans les champs, accablées par la chaleur, levaient lourdement la tête et poussaient un faible meuglement vers ces deux gens qui passaient pour leur demander de l'herbe fraîche. En approchant de sa maison, Honoré Bontemps murmura « Si c'était fini tout de même !» Et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait sur le dos, en son grabat, les mains sur la couverture d'indienne violette, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, à des crabes, et fermées par les rhumatismes, les fatigues, les besognes presque séculaires qu'elles avaient accomplies. La râpée s'approcha du lit et considéra la mourante. Elle lui tâta le pouls, lui palpa la poitrine, l'écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler. Puis, l'ayant encore longtemps contemplée, elle sortit, suivie d'Honoré. Son opinion était assise. La vieille n'irait pas à la nuit. Il demanda. « Eh ben ?» La garde répondit. « Eh ben, ça durera 2 jours, peut-être 3. Vous me donnerez 6 francs, tout compris. » Il s'écria. « 6 francs 6 francs Avez-vous perdu le sens? Moi, je vous dis qu'elle en a pour 5 ou 6 heures, pas plus. » Et ils discutèrent longtemps, acharnés tous deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, comme son blé ne se rentrerait pas tout seul à la fin, il consentit. « Eh ben, c'est dit, 6 francs, tout compris, jusqu'à la levée du corps. C'est dit, 6 francs. » Et il s'en alla, à longs pas, vers son blé couché sur le sol, sous le lourd soleil qui mûrit les moissons. La garde rentra dans la maison. Elle avait apporté de l'ouvrage, car auprès des mourants et des morts, elle travaillait sans relâche, tantôt pour elle, tantôt pour la famille qui l'employait à cette double besogne, moyennant un supplément de salaire. Tout à coup, elle demanda. « Vous êtes-on administré, au moins, l'abbé Bontemps ?» La paysanne fit non de la tête, et la râpée, qui était dévote, se leva avec vivacité. « Seigneur Dieu, c'est-y possible? Je vas quérir monsieur le curé !» Et elle se précipita vers le presbytère, si vite que les gamins sur la place, la voyant trotter ainsi, crurent un malheur arrivé. Le prêtre s'en vint aussitôt, en surplis, précédé de l'enfant de chœur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de Dieu dans la campagne brûlante et calme. Des hommes qui travaillaient au loin ôtaient leurs grands chapeaux et demeuraient immobiles en attendant que le blanc vêtement eût disparu derrière une ferme. Les femmes, qui ramassaient les gerbes, se redressaient pour faire le signe de la croix. Des poules noires, effrayées, fuyaient le long des fossés en se balançant sur leurs pattes jusqu'au trou, bien connu d'elles, où elles disparaissaient brusquement. Un poulain, attaché dans un pré, prit peur à la vue du surplis et se mit à tourner en rond au bout de sa corde en lançant des ruades. L'enfant de chœur, en jupe rouge, allait vite. Et le prêtre, la tête inclinée sur une épaule et coiffé de sa barrette carrée, le suivait en murmurant des prières. Et la râpée venait derrière, toute penchée, pliée en deux, comme pour se prosterner en marchant et les mains jointes comme à l'église. Honoré de loin les vit passer. Il demanda « Où est-ce qu'il va, notre curé ?» Son valet, plus subtil, répondit « Il porte le bon Dieu à tamer, pardi !» Le paysan ne s'étonna pas. « Ça se peut ben, tout de même.
et il se remit au travail. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et le prêtre s'en revint, laissant seules les deux femmes dans la chaumière étouffante. Alors, la râpée commença à considérer la mourante en se demandant si cela durerait longtemps. Le jour baissait. L'air plus frais entrait par souffles plus vifs, faisait voltiger contre le mur une image d'Épinal tenue par deux épingles. Les petits rideaux de la fenêtre, jadis blancs, jaunes maintenant et couverts de taches de mouches, avaient l'air de s'envoler, de se débattre, de vouloir partir comme l'âme de la vieille. Elle, immobile, les yeux ouverts, semblait attendre avec indifférence la mort si proche qui tardait à venir. Son haleine, courte, sifflait un peu dans sa gorge serrée. Elle s'arrêterait tout à l'heure, et il y aurait sur la terre une femme de moins que personne ne regretterait. À la nuit tombante, Honoré rentra. S'étant approché du lit, il vit que sa mère vivait encore, et il demanda « Ça va-t-il » comme il faisait autrefois quand elle était indisposée. Puis il renvoya la râpée en lui recommandant « Demain, 5 heures, sans faute !» Elle répondit « Demain, 5 heures. » Elle arriva en effet au jour levant. Honoré, avant de se rendre aux terres, mangeait sa soupe qu'il avait faite lui-même. La garde demanda « Eh ben, votre mé a-t-elle passé ?» Il répondit, avec un pli malin au coin des yeux. « Ah, elle va plutôt mieux. » Et il s'en alla. La râpée, saisie d'inquiétude, s'approcha de l'agonisante qui demeurait dans le même état, oppressée et impassible, l'œil ouvert et les mains crispées sur sa couverture. Et la garde comprit que cela pouvait durer 2 jours, 4 jours, 8 jours ainsi. Et une épouvante étreignit son cœur d'avare, tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finaud qui l'avait joué, et contre cette femme qui ne mourrait pas. Elle se mit au travail néanmoins, et attendit, le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. Honoré revint pour déjeuner. Il semblait content, presque goguenard, puis il repartit. Il rentrait son blé, décidément, dans des conditions excellentes. La râpée s'exaspérait. Chaque minute écoulée lui semblait maintenant du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle de prendre par le cou cette vieille bourrique, cette vieille têtue, cette vieille obstinée, et d'arrêter, en serrant un peu, ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle réfléchit au danger, et d'autres idées lui passant par la tête, elle se rapprocha du lit. Elle demanda « Vous avez-il déjà vu le diable ?» La mère Bontemps murmura « Non. » Alors la garde se mit à causer, à lui conter des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. Quelques minutes avant qu'on expirât, le diable apparaissait, disait-elle, à tous les agonisants. Il avait un balai à la main, une marmite sur la tête, et il poussait de grands cris. Quand on l'avait vu, c'était fini, on n'en avait plus que pour peu d'instants. Et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle cette année. Joséphin Loisel, Eulalie Ratier, Sophie Padagno, Séraphine Grospied. La mère Bontemps, émue, enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre. Soudain, la râpée disparut au pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap et s'enveloppa dedans. Elle se coiffa de la marmite, dont les 3 pieds courts et courbés se dressaient ainsi que 3 cornes. Elle saisit un balai de sa main droite, et de la main gauche, un seau de fer blanc, qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit. Il fit, en heurtant le sol, un fracas épouvantable. Alors, grimpée sur une chaise, la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit, et elle apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face, et menaçant de son balai, comme un diable de guignol, la vieille paysanne à bout de vie. Éperdue, le regard fou, la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir. Elle sortit même de sa couche ses épaules et sa poitrine. Puis elle retomba, avec un grand soupir. C'était fini. Et la râpée, tranquillement, remit en place tous les objets, le balai au coin de l'armoire, le drap dedans, la marmite sur le foyer, le seau sur la planche et la chaise contre le mur. Puis,
Avec les gestes professionnels, elle ferma les yeux énormes de la morte, posa sur le lit une assiette, versa dedans l'eau du bénitier, y trempa le buis cloué sur la commode, et s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle savait par cœur, par métier. Et quand Honoré rentra, le soir venu, il la trouva priant, et il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore 20 sous sur lui, car elle n'avait passé que 3 jours et une nuit, ce qui faisait en tout 5 francs, au lieu de 6 qu'il lui devait. Neuvième partie. Les rois. Ah, dit le capitaine comte de Garance. Je crois bien que je me le rappelle, ce souper des rois pendant la guerre. J'étais alors maréchal des logis de hussards et depuis 15 jours rôdant en éclaireur en face d'une avant-garde allemande. La veille, nous avions sabré quelques uhlans et perdu 3 hommes, dont ce pauvre petit Rodeville. Vous vous rappelez bien, Joseph de Rodeville. Or, ce jour-là, mon capitaine m'ordonna de prendre 10 cavaliers et d'aller occuper et de garder toute la nuit le village de Porterin, où l'on s'était battu 5 fois en 3 semaines. Il ne restait pas 20 maisons debout, ni 12 habitants dans ce guêpier. Je pris donc 10 cavaliers et je partis vers 4 heures. À 5 heures, en pleine nuit, nous atteignîmes les premiers murs de Porterin. Je fis halte et j'ordonnai à Marchas, vous savez bien, Pierre de Marchas, qui a épousé depuis la petite Martel Auvelin, la fille du marquis de Martel Auvelin, d'entrer tout seul dans le village et de m'apporter des nouvelles. Je n'avais choisi que des volontaires, tous de bonne famille. Ça fait plaisir, dans le service, de ne pas tutoyer des mufles. Ce Marchas était dégourdi comme pas un, fin comme un renard et souple comme un serpent. Il savait éventer des Prussiens ainsi qu'un chien évente un lièvre, trouver des vivres là où nous serions morts de faim sans lui, et il obtenait des renseignements de tout le monde, des renseignements toujours sûrs, avec une adresse inimaginable. Il revint, au bout de 10 minutes. « Ça va bien, dit-il. Aucun Prussien n'a passé par ici depuis 3 jours. Il est sinistre ce village. J'ai causé avec une bonne sœur qui garde 4 ou 5 malades dans un couvent abandonné. J'ordonnai d'aller de l'avant, et nous pénétrâmes dans la rue principale. On apercevait vaguement à droite, à gauche, des murs sans toit, à peine visibles dans la nuit profonde. De place en place, une lumière brillait derrière une vitre. Une famille était restée pour garder sa demeure à peu près debout, une famille de braves ou de pauvres. La pluie commençait à tomber, une pluie menue, glacée, qui nous gelait avant de nous avoir mouillés, rien qu'en touchant les manteaux. Les chevaux trébuchaient sur des pierres, sur des poutres, sur des meubles. Marchas nous guidait, à pied, devant nous, et traînant sa bête par la bride. « Où nous mènes-tu » lui demandai-je. Il répondit « J'ai un gîte, un bon. » Et il s'arrêta bientôt devant une petite maison bourgeoise demeurée entière, bien close, bâtie sur la rue avec un jardin derrière. Au moyen d'un gros caillou ramassé près de la grille, Marchas fit sauter la serrure, puis il gravit le perron, défonça la porte d'entrée à coups de pied et à coups d'épaule, alluma un bout de bougie qu'il avait toujours en poche, et nous précéda dans un bon et confortable logis de particulier riche, en nous guidant avec une assurance admirable, comme s'il avait vécu dans cette maison qu'il voyait pour la première fois. 2 hommes restés dehors gardaient nos chevaux. Marchas dit au gros Ponderel qui le suivait « Les écuries doivent être à gauche, j'ai vu ça en entrant. Va donc y loger les bêtes, dont nous n'avons plus besoin. » Puis, se tournant vers moi, « Donne des ordres, sacrebleu !» Il m'étonnait toujours, ce gaillard-là. Je répondis en riant. « Je vais placer mes sentinelles aux abords du pays. Je te retrouverai ici. » Il demanda. « Combien prends-tu d'hommes ?»« 5. Les autres les relèveront à 10 heures du soir. » « Bon. Tu m'en laisses 4 pour faire les provisions, la cuisine et mettre la table. Moi, je trouverai la cachette au vin. » Et je m'en allais reconnaître les rues désertes jusqu'à la sortie sur la plaine pour y placer mes factionnaires. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour. Je trouvais Marchas étendu dans un grand fauteuil Voltaire dont il avait ôté la housse par amour du luxe, disait-il. Il se chauffait les pieds au feu, en fumant un cigare excellent dont le parfum emplissait la pièce. Il était seul,
les coudes sur les bras du siège, la tête entre les épaules, les joues roses, l'œil brillant, l'air enchanté. Dans la pièce voisine, j'entendais un bruit de vaisselle. Marchas me dit en souriant d'une façon béate. « Ça va. J'ai trouvé le Bordeaux dans le poulailler, le champagne sous les marches du perron. L'eau de vie, 50 bouteilles de vraie fine dans le potager, sous un poirier, qui, vu à la lanterne, ne m'a pas semblé droit. Comme solide, nous avons 2 poules, une oie, un canard, 3 pigeons, et un merle cueilli dans une cage. Rien que de la plume, comme tu vois. Tout ça cuit en ce moment. Ce pays est excellent. » Je m'étais assis en face de lui. La flamme de la cheminée me grillait le nez et les joues. « Où as-tu trouvé ce bois-là » demandai-je. Il murmura. « Bois magnifique, voiture de maître, coupé. C'est la peinture qui donne cette flambée, un ponge d'essence et de vernis. Bonne maison. » Je riais, tant je le trouvais drôle, l'animal. Il reprit. « Dire que c'est jour des rois. J'ai fait mettre une fève dans l'oie, mais pas de reine. C'est embêtant, ça. » Je répétais comme un écho. « C'est embêtant. Mais que veux-tu que j'y fasse, moi ?»« Que tu en trouves, parbleu !»« De quoi ? Des femmes. »« Des femmes. Tu es fou ? J'ai bien trouvé l'eau de vie sous un poirier, moi, et le champagne sous les marches du perron. Et rien ne pouvait me guider encore. Tandis que pour toi, une jupe, c'est un indice certain. Cherche, mon vieux. » Il avait l'air si grave, si sérieux, si convaincu, que je ne savais plus s'il plaisantait. Je répondis. « Voyons, Marchas, tu blagues ? » ?»« Je ne blague jamais dans le service. »« Mais où diable veux-tu que j'en trouve des femmes ? » ?»« Où tu voudras. Il doit en rester 2 ou 3 dans le pays, déniche et apporte. » Je me levai. Il faisait trop chaud devant ce feu. Marchas reprit. « Veux-tu une idée ? » ?»« Oui. »« Va trouver le curé. »« Le curé ? Pourquoi faire ? » ?»« Invite-le à souper et prie-le d'amener une femme. »« Le curé ? Une femme !» Marchas reprit avec une extraordinaire gravité. Je ne ris pas. « Va trouver le curé, raconte-lui notre situation. Il doit s'embêter affreusement, il viendra. Mais dis-lui qu'il nous faut une femme au minimum. Une femme comme il faut, bien entendu, puisque nous sommes tous des hommes du monde. Il doit connaître ses paroissiennes sur le bout du doigt. S'il y en a une possible pour nous, et si tu t'y prends bien, il te l'indiquera. » « Voyons, Marchas, à quoi penses-tu ? » ?»« Mon cher Garance, tu peux faire ça très bien. Ce serait même très drôle. Nous savons vivre, parbleu, et nous serons d'une distinction parfaite, d'un chic extrême. Nomme-nous à l'abbé, fais-le rire, attendris-le, séduis-le et décide-le. »« Non, c'est impossible. » Il rapprocha son fauteuil, et comme il connaissait mes côtés faibles, le gredin reprit. « Songe donc, comme ce serait crâne à faire et amusant à raconter. On en parlerait dans toute l'armée. Ça te ferait une rude réputation. » J'hésitais, tenté par l'aventure. Il insista. « Allons, mon petit Garance, tu es chef de détachement. Toi seul peux aller trouver le chef de l'église en ce pays. Je t'en prie, vas-y. Je raconterai la chose en vers dans la revue des 2 mondes après la guerre. Je te le promets. Tu dois bien ça à tes hommes. Tu les fais assez marcher depuis 1 mois. » Je me levai en demandant. « Où est le presbytère ? » ?»« Tu prends la 2e rue à gauche. Au bout, tu trouveras une avenue. Et, en bout de l'avenue, l'église. Le presbytère est à côté. » Je sortais, et il me cria. « Dis-lui le menu pour lui donner faim. » Je découvris sans peine la petite maison de l'ecclésiastique, à côté d'une grande vilaine église de briques. Je frappai à coups de poing dans la porte, qui n'avait ni sonnette ni marteau, et une voix forte demanda de l'intérieur. « Qui va là ?» Je répondis. « Maréchal des logis de hussards. » J'entendis un bruit de verrou et de clés tournées, et je me trouvai en face d'un grand prêtre à gros ventre, avec une poitrine de lutteur, des mains formidables sortant de manches retroussées, un teint rouge et un air brave homme. Je fis le salut militaire. « Bonjour, monsieur le curé. » Il avait craint une surprise, une embûche de rôdeurs, et il sourit en répondant. « Bonjour, mon ami. Entrez. »
Je le suivis dans une petite chambre à pavés rouges, où brûlait un maigre feu, bien différent du brasier de Marchas. Il me montra une chaise et puis me dit « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Monsieur l'abbé, permettez-moi d'abord de me présenter. » Et je lui tendis ma carte. Il la reçut et lut à mi-voix. « Le comte de Garens. » Je repris. « Nous sommes ici 11, monsieur l'abbé, 5 en grand-garde et 6 installés chez un habitant inconnu. Ces 6-là se nomment Garens, ici présent, Pierre de Marchas, Ludovic de Ponderel, le baron d'Étreilly, Karl Massouligny, le fils du peintre, et Joseph Herbon, un jeune musicien. Je viens, en leur nom et au mien, vous prier de nous faire l'honneur de souper avec nous. C'est un souper des rois, monsieur le curé, et nous voudrions le rendre un peu gai. » Le prêtre souriait. Il murmura. « Il me semble que ce n'est guère l'occasion de s'amuser. » Je lui répondis. « Nous nous battons tous les jours, monsieur. 14 de nos camarades sont morts depuis un mois, et 3 sont restés par terre hier encore. C'est la guerre. Nous jouons notre vie à tout instant. N'avons-nous pas le droit de la jouer gaiement ? Nous sommes Français. Nous aimons rire, nous savons rire partout. Nos pères riaient bien sur l'échafaud. Ce soir, nous voudrions nous dégourdir un peu, en gens comme il faut, et non pas en soudards, vous me comprenez. Avons-nous tort ? » Il répondit vivement. « Vous avez raison, mon ami, et j'accepte avec grand plaisir votre invitation. » Il cria. « Hermance !» Une vieille paysanne, tordue, ridée, horrible, apparut et demanda. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je ne dîne pas ici, ma fille. »« Où que vous dînez donc ? » ?»« Avec messieurs les hussards. » J'eus envie de dire. « Amenez votre bonne, pour voir la tête de Marchas, mais je n'osais point. » Je repris. « Parmi vos paroissiens restés dans le village, envoyez-vous quelqu'un ou quelqu'une que je puisse inviter aussi ?» Il hésita, chercha et déclara. « Non, personne. » J'insistais. « Personne. Voyons, monsieur le curé, cherchez. Ce serait très galant d'avoir des dames. Je m'entends, des ménages. Est-ce que je sais, moi ? Le boulanger avec sa femme, l'épicier, l'horloger, le cordonnier, le pharmacien avec la pharmacienne. Nous avons un bon repas, du vin, et serions enchantés de laisser un bon souvenir aux gens d'ici. » Le curé médita longtemps encore, puis prononça avec résolution. « Non, personne. » Je me mis à rire. « Sacristi, monsieur le curé, c'est ennuyeux de n'avoir pas une reine, car nous avons une fève. Voyons, cherchez. Il n'y a pas un maire marié, un adjoint marié, un conseiller municipal marié, un instituteur marié ? Non, toutes les dames sont parties. Quoi ? Il n'y a pas dans tout le pays une brave bourgeoise avec son bourgeois de mari, à qui nous pourrions faire ce plaisir, car ce serait un plaisir pour eux, un grand dans les circonstances présentes. » Mais tout à coup, le curé se mit à rire, d'un rire violent qui le secouait tout entier, et il criait. « Ha 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 ! J'ai votre affaire, Jésus-Marie, j'ai votre affaire. Nous allons rire, mes enfants, nous allons rire. Et elles seront bien contentes. Allez, bien contentes. Où gîtez-vous » J'expliquai la maison en la décrivant. Il comprit. « Très bien. C'est la propriété de monsieur Bertin Lavaille. J'y serai dans une demi-heure avec 4 dames. 4 dames. » Il sortit avec moi, riant toujours, et me quitta en répétant. « Ça va, dans une demi-heure, maison Bertin Lavaille. » Je rentrai vite, très étonné, très intrigué. « Combien de couverts ?» demanda Marchas en m'apercevant. « 11. Nous sommes 6 hussards, monsieur le curé, et 4 dames. » Il fut stupéfait. Je triomphais. Il répétait. « 4 dames ? Tu dis 4 dames ? » Je dis. « 4 dames. De vraies femmes ? De vraies femmes. Bigres. Mes compliments. Je les accepte. Je les mérite. » Il quitta son fauteuil, ouvrit la porte, et j'aperçus une belle nappe blanche jetée sur une longue table, autour de laquelle 3 hussards en tablier bleu disposaient des assiettes et des verres. « Il y aura des femmes !» cria Marchas. Et les 3 hommes se mirent à danser en applaudissant de toute leur force.
Tout était prêt. Nous attendions. Nous attendîmes près d'une heure. Une odeur délicieuse de volaille rôtie flottait dans toute la maison. Un coup frappé contre le volet nous souleva tous en même temps. Le gros Ponderel courut ouvrir, et au bout d'une minute à peine, une petite bonne sœur apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était maigre, ridée, timide, et saluait coup sur coup les 4 hussards effarés qui la regardaient entrer. Derrière elle, un bruit de bâton martelait le pavé du vestibule. Et dès qu'elle eut pénétré dans le salon, j'aperçus, l'une suivant l'autre, 3 vieilles têtes en bonnet blanc, qui s'en venaient en se balançant avec des mouvements différents, l'une chavirant à droite, tandis que l'autre chavirait à gauche. Et 3 bonnes femmes se présentèrent, boitant, traînant la jambe, estropiées par les maladies et déformées par la vieillesse. 3 infirmes, hors de service. Les 3 seuls pensionnaires capables de marcher encore de l'établissement hospitalier que dirigeait la sœur Saint-Benoît. Elle s'était retournée vers ses invalides, pleine de sollicitude pour elles. Puis, voyant mes galons de maréchal des logis, elle me dit « Je vous remercie bien, monsieur l'officier, d'avoir pensé à ces pauvres femmes. Elles ont bien peu de plaisir dans la vie, et c'est pour elles, en même temps, un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites. » J'aperçus le curé, resté dans l'ombre du couloir et qui riait de tout son cœur. À mon tour, je me mis à rire, en regardant surtout la tête de Marchas. Puis montrant des sièges à la religieuse. « Asseyez-vous, ma sœur. Nous sommes très fiers et très heureux que vous ayez accepté notre modeste invitation. » Elle prit 3 chaises contre le mur, les aligna devant le feu, y conduisit ces 3 bonnes femmes, les plaça dessus, leur ôta leurs cannes et leurs châles qu'elle alla déposer dans un coin, puis désignant la première, une maigre à ventre énorme, une hydropique assurément. « Celle-là est la mère Paumelle, dont le mari s'est tué en tombant d'un toit et dont le fils est mort en Afrique. Elle a 62 ans. » Puis elle désigna la seconde, une grande dont la tête tremblait sans cesse. « Celle-là est la mère Jean-Jean, âgée de 67 ans. Elle n'y voit plus guère, ayant eu la figure flambée dans un incendie et la jambe droite brûlée à moitié. » Elle nous montra, enfin, la troisième, une espèce de naine avec des yeux saillants qui roulaient de tous les côtés, ronds et stupides. C'est la Putois, une innocente. Elle est âgée de 44 ans seulement. J'avais salué les 3 femmes comme si on m'eût présenté à des altesses royales, et me tournant vers le curé, « Vous êtes, monsieur l'abbé, un homme précieux, à qui nous devrons tous ici de la reconnaissance. » Tout le monde riait, en effet, hormis Marchas qui semblait furieux. « Notre sœur Saint-Benoît est servie !» cria tout à coup Karl Massouligny. Je la fis passer devant, avec le curé, puis je soulevai la mère Paumelle dont je pris le bras et que je traînai dans la pièce voisine, non sans peine, car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer. Le gros Ponderel enleva la mère Jean-Jean qui gémissait pour avoir sa béquille. Et le petit Joseph Herbon dirigea l'idiote, la Putois, vers la salle à manger, pleine d'odeur de viande. Dès que nous fûmes en face de nos assiettes, la sœur tapa 3 coups dans ses mains, et les femmes firent, avec la précision de soldats qui présentent les armes, un grand signe de croix rapide. Puis le prêtre prononça, lentement, les paroles latines du Bénédicité. On s'assit, et les 2 poules parurent, apportées par Marchas, qui voulait servir pour ne point assister en convive à ce repas ridicule. Mais je criai « Vite, le champagne !» Un bouchon sauta avec un bruit de pistolet qu'on décharge, et malgré la résistance du curé et de la bonne sœur, les 3 hussards assis à côté des 3 infirmes leur versèrent de force dans la bouche leurs 3 verres pleins. Massouligny, qui avait la faculté d'être chez lui partout et à l'aise avec tout le monde, faisait la cour à la mère Paumelle de la façon la plus drôle. L'hydropique, dont l'humeur était restée gaie, malgré ses malheurs, lui répondait en badinant avec une voix de fausset qui semblait factice. Et elle riait si fort des plaisanteries de son voisin que son gros ventre semblait prêt à monter et à rouler sur la table. Le petit Herbon avait entrepris sérieusement de griser l'idiote, et le baron des Treillis, qui n'avait pas l'esprit alerte, interrogeait la Jean-Jean sur la vie, les habitudes et le règlement de l'hospice.
La religieuse, effarée, criait à Massouligny. « Oh, oh, vous allez me la rendre malade. Ne la faites pas rire comme ça, je vous en prie, monsieur. Oh, monsieur !» Puis elle se levait et se jetait sur Herbon pour lui arracher des mains un verre plein qu'il vidait prestement entre les lèvres de la putois. Et le curé riait à se tordre, répétait à la sœur. « Laissez donc, pour une fois, ça ne leur fait pas de mal, laissez donc. » Après les 2 poules, on avait mangé le canard, flanqué des 3 pigeons et du merle. Et l'oie parut, fumante, dorée, répandant une odeur chaude de viande rissolée et grasse. La paumelle, qui s'animait, battit des mains. La Jean-Jean cessa de répondre aux questions nombreuses du baron, et la putois poussa des grognements de joie, moitié cris et moitié soupirs, comme font les petits enfants à qui on montre des bonbons. « Permettez-moi, dit le curé, que je me charge de cet animal. Je m'entends comme personne à ces opérations-là. »« Mais certainement, monsieur l'abbé. » Et la sœur dit. « Et si on ouvrait un peu la fenêtre ? Elles ont trop chaud. Je suis sûre qu'elles seront malades. » Je me tournai vers Marchas. « Ouvre la fenêtre, 1 minute. » Il l'ouvrit, et l'air froid du dehors entra, fit vaciller les flammes des bougies et tournoyer la fumée de l'oie, dont le prêtre, une serviette au cou, soulevait les ailes avec science. Nous le regardions faire, sans parler maintenant, intéressé par le travail alléchant de ses mains, saisi d'un renouveau d'appétit à la vue de cette grosse bête dorée, dont les membres tombaient l'un après l'autre dans la sauce brune au fond du plat. Et tout à coup, au milieu de ce silence gourmand qui nous tenait attentifs, entra, par la fenêtre ouverte, le bruit lointain d'un coup de feu. Je fus debout si vite que ma chaise roula derrière moi et je criai. « Tout le monde à cheval! Toi, Marchas, tu vas prendre 2 hommes et aller aux nouvelles. Je t'attends ici dans 5 minutes. » Et pendant que les 3 cavaliers s'éloignaient au galop dans la nuit, je me mis en selle avec mes 2 autres hussards, devant le perron de la villa, tandis que le curé, la sœur et les 3 bonnes femmes montraient aux fenêtres leurs têtes effarées. On n'entendait plus rien, qu'un aboiement de chien dans la campagne. La pluie avait cessé. Il faisait froid, très froid. Et bientôt, je distinguai de nouveau le galop d'un seul cheval qui rentrait. C'était Marchas. Je lui criai. « Eh bien ?» Il répondit. « Rien du tout. François a blessé un vieux paysan qui refusait de répondre au « qui vive » et qui continuait d'avancer, malgré l'ordre de passer au large. On l'apporte d'ailleurs, nous verrons ce que c'est. » J'ordonnai de remettre les chevaux à l'écurie et j'envoyai mes 2 soldats au devant des autres, puis je rentrai dans la maison. Alors le curé, Marchas et moi, nous descendîmes un matelas dans le salon pour y déposer le blessé. La sœur, déchirant une serviette, se mit à faire de la charpie, tandis que les 3 femmes éperdues restaient assises dans un coin. Bientôt, je distinguai un bruit de sabres traînés sur la route. Je pris une bougie pour éclairer les hommes qui revenaient, et ils parurent, portant cette chose inerte, molle, longue et sinistre, que devient un corps humain quand la vie ne le soutient plus. On déposa le blessé sur le matelas préparé pour lui, et je vis du premier coup d'œil que c'était un moribond. Il râlait et crachait du sang qui coulait des coins de ses lèvres, chassait de sa bouche à chacun de ses hoquets. L'homme en était couvert. Ses joues, sa barbe, ses cheveux, son cou, ses vêtements semblaient en avoir été frottés, avoir été baignés dans une cuve rouge. Et ce sang s'était figé sur lui, était devenu terne, mêlé de boue, horrible à voir. Le vieillard, enveloppé dans une grande limousine de berger, entr'ouvrait par moments ses yeux mornes, éteints, sans pensée, qui paraissaient stupides d'étonnement, comme ceux des bêtes que le chasseur tue, et qui le regardent, tombée à ses pieds, aux 3/4 morte déjà, abrutie par la surprise et par l'épouvante. Le curé s'écria. « Ah ! C'est le père Placide ! Le vieux pasteur des moulins ! Il est sourd, le pauvre, et n'a rien entendu. Ah, mon Dieu, vous avez tué ce malheureux. » La sœur avait écarté la blouse et la chemise et regardait au milieu de la poitrine un petit trou violet qui ne saignait plus. « Il n'y a rien à faire, dit-elle. » Le berger, haletant affreusement, crachait toujours du sang avec chacun de ses derniers souffles, et on entendait dans sa gorge, jusqu'au fond de ses poumons,
un gargouillement sinistre et continu. Le curé, debout au-dessus de lui, leva sa main droite, décrivit le signe de la croix et prononça d'une voix lente et solennelle les paroles latines qui lavent les âmes. Avant qu'il les eût achevées, le vieillard fut agité d'une courte secousse, comme si quelque chose venait de se briser en lui. Il ne respirait plus. Il était mort. M'étant retourné, je vis un spectacle plus effrayant que l'agonie de ce misérable. Les trois vieilles, debout, serrées l'une contre l'autre, hideuses, grimaçaient d'angoisse et d'horreur. Je m'approchai d'elles, et elles se mirent à pousser des cris aigus en essayant de se sauver, comme si j'allais les tuer aussi. La Jean-Jean, que sa jambe brûlée ne portait plus, tomba tout de son long par terre. La sœur Saint-Benoît, abandonnant le mort, courut vers ses infirmes, et sans un mot pour moi, sans un regard, les couvrit de leur châle, leur donna leurs béquilles, les poussa vers la porte, les fit sortir, et disparut avec elles dans la nuit profonde, si noire. Je compris que je ne pouvais même les faire accompagner par un hussard, car le seul bruit du sabre les eût affolés. Le curé regardait toujours le mort. S'étant enfin retourné vers moi, « Ah, quelle vilaine chose !» dit-il. Dixième partie. Au bois. Le maire allait se mettre à table pour déjeuner quand on le prévint que le garde champêtre l'attendait à la mairie avec 2 prisonniers. Il s'y rendit aussitôt, et il aperçut en effet son garde champêtre, le père Hochedur, debout et surveillant d'un air sévère un couple de bourgeois mûrs. L'homme, un gros père à nez rouge et à cheveux blancs, semblait accablé, tandis que sa femme, une petite mère endimanchée, très ronde, très grasse, aux joues luisantes, regardait d'un œil de défi l'agent de l'autorité qui les avait captivés. Le maire demanda : « Qu'est-ce que c'est, père Hochedur ?» Le garde champêtre fit sa déposition. Il était sorti le matin, à l'heure ordinaire, pour accomplir sa tournée du côté des bois Champioux jusqu'à la frontière d'Argenteuil. Il n'avait rien remarqué d'insolite dans la campagne, sinon qu'il faisait beau temps et que les blés allaient bien, quand le fils aux bredelles, qui binait sa vigne, avait crié : « Hé, père Hochedur, allez voir au bord du bois, au premier taillis, vous y trouverez un couple de pigeons combien 130 ans à eux deux. » Il était parti dans la direction indiquée. Il était entré dans le fourré, et il avait entendu des paroles et des soupirs qui lui firent supposer un flagrant délit de mauvaises mœurs. Donc, avançant sur ses genoux et sur ses mains comme pour surprendre un braconnier, il avait appréhendé le couple présent au moment où il s'abandonnait à son instinct. Le maire, stupéfait, considéra les coupables. L'homme comptait bien 60 ans, et la femme au moins 55. Il se mit à les interroger, en commençant par le mâle, qui répondait d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Votre nom ? » ?»« Nicolas Beaurain. »« Votre profession ? » ?»« Mercier, rue des Martyrs, à Paris. »« Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bois ?» Le mercier demeura muet, les yeux baissés sur son gros ventre, les mains à plat sur ses cuisses. Le maire reprit. « Niez-vous ce qu'affirme l'agent de l'autorité municipale ? » ?»« Non, monsieur. »« Alors vous avouez. »« Oui, monsieur. »« Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? » ?»« Rien, monsieur. »« Où avez-vous rencontré votre complice ? » ?»« C'est ma femme, monsieur. »« Votre femme ? » ?»« Oui, monsieur. »« Alors, vous ne vivez donc pas ensemble à Paris ? » ?»« Pardon, monsieur, nous vivons ensemble. » »« Mais alors, vous êtes fou, tout à fait fou, mon cher monsieur, de venir vous faire pincer ainsi en plein champ à 10 heures du matin. » Le mercier semblait prêt à pleurer de honte. Il murmura. « C'est elle qui a voulu ça. Je lui disais bien que c'était stupide, mais quand une femme a quelque chose dans la tête, vous savez, elle ne l'a pas ailleurs. » Le maire, qui aimait l'esprit gaulois, sourit et répliqua. « Dans votre cas, c'est le contraire qui aurait dû avoir lieu. Vous ne seriez pas ici si elle ne l'avait eu que dans la tête. » Alors une colère saisit M. Beaurain, et se tournant vers sa femme. « Vois-tu où tu nous as menés avec ta poésie, hein ?
Y sommes-nous? Et nous irons devant les tribunaux maintenant à notre âge pour attentat aux mœurs. Et il nous faudra fermer boutique, vendre la clientèle et changer de quartier. Y sommes-nous? Madame Beaurain se leva, et sans regarder son mari, elle s'expliqua sans embarras, sans vaine pudeur, presque sans hésitation. Mon Dieu, monsieur le maire, je sais bien que nous sommes ridicules. Voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat, ou mieux, comme une pauvre femme? Et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous et nous épargner la honte des poursuites. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai fait la connaissance de monsieur Beaurain dans ce pays-ci, un dimanche. Il était employé dans un magasin de mercerie. Moi, j'étais demoiselle dans un magasin de confection. Je me rappelle de ça comme d'hier. Je venais passer les dimanches ici, de temps en temps, avec une amie, Rose Lévesque, avec qui j'habitais rue Pigalle. Rose avait un bon ami, et moi pas. C'est lui qui nous conduisait ici. Un samedi, il m'annonça, en riant, qu'il m'amènerait un camarade le lendemain. Je compris bien ce qu'il voulait, mais je répondis que c'était inutile. J'étais sage, monsieur. Le lendemain, donc, nous avons trouvé au chemin de fer monsieur Beaurain. Il était bien de sa personne à cette époque-là. Mais j'étais décidée à ne pas céder, et je ne cédais pas non plus. Nous voici donc arrivés à Beson. Il faisait un temps superbe, de ces temps qui vous chatouillent le cœur. Moi, quand il fait beau, aussi bien maintenant qu'autrefois, je deviens bête à pleurer. Et quand je suis à la campagne, je perds la tête. La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l'odeur de l'herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle. C'est comme le champagne, quand on n'en a pas l'habitude. Donc il faisait un temps superbe, et doux, et clair, qui vous entrait dans le corps par les yeux en regardant, et par la bouche en respirant. Rose et Simon s'embrassaient toutes les minutes. Ça me faisait quelque chose de les voir. Monsieur Beaurain et moi, nous marchions derrière eux, sans guère parler. Quand on ne se connaît pas, on ne trouve rien à se dire. Il avait l'air timide, ce garçon, et ça me plaisait de le voir embarrassé. Nous voici arrivés dans le petit bois. Il y faisait frais comme dans un bain, et tout le monde s'assit sur l'herbe. Rose et son ami plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement. Et puis, voilà qu'ils recommencent à s'embrasser, sans plus se gêner que si nous n'étions pas là. Et puis, ils se sont parlé tout bas. Et puis, ils se sont levés et ils sont partis dans les feuilles sans rien dire. Jugez, quelle sotte figure je faisais, moi, en face de ce garçon que je voyais pour la première fois. Je me sentais tellement confuse de les voir partir ainsi, que ça me donna du courage, et je me mis à parler. Je lui demandai ce qu'il faisait. Il était commis de mercerie, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Nous causâmes donc quelques instants. Ça l'enhardit, lui, et il voulut prendre des privautés, mais je le remis à sa place, et roide encore. Est-ce pas vrai, monsieur Beaurain? Monsieur Beaurain, qui regardait ses pieds avec confusion, ne répondit pas. Elle reprit. Alors il a compris que j'étais sage, ce garçon, et il s'est mis à me faire la cour gentiment, en honnête homme. Depuis ce jour-là, il est revenu tous les dimanches. Il était très amoureux de moi, monsieur, et moi aussi je l'aimais beaucoup. Mais là, beaucoup. C'était un beau garçon autrefois. Bref, il m'épousa en septembre, et nous prîmes notre commerce rue des Martyrs. Ce fut dur pendant des années, monsieur. Les affaires n'allaient pas, et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne. Et puis, nous en avions perdu l'habitude. On a autre chose en tête, on pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce. Nous vieillissions, peu à peu, sans nous en apercevoir, en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour. On ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque. Et puis, monsieur, les affaires ont mieux été, nous nous sommes rassurés sur l'avenir. Alors, voyez-vous, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi. Non, vraiment, je ne sais pas. Voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire. La vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait des larmes. L'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil, derrière ma caisse, et me faisait battre le cœur. Alors je me levai, et je m'en venais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits. Quand on regarde le ciel dans une rue, ça a l'air d'une longue rivière qui descend sur Paris en se tortillant. Et les hirondelles passent dedans comme des poissons. C'est bête comme tout, ces choses-là, à mon âge.
Que voulez-vous, monsieur? Quand on a travaillé toute sa vie, il vient un moment où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose. Et alors on regrette. Ah oui, on regrette. Songez donc que pendant 20 ans, j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois, comme les autres femmes. Je songeais comme c'était bon d'être couché sous les feuilles, en aimant quelqu'un. Et j'y pensais tous les jours, toutes les nuits. Je rêvais de clairs de lune sur l'eau, jusqu'à avoir envie de me noyer. Je n'osais pas parler de ça à M. Beaurain dans les premiers temps. Je savais bien qu'il se moquerait de moi, et qu'il me renverrait vendre mon fil et mes aiguilles. Et puis, à vrai dire, M. Beaurain ne me disait plus grand-chose. Mais en me regardant dans ma glace, je comprenais bien aussi que je ne disais plus rien à personne, moi. Donc je me décidai, et je lui proposai une partie de campagne au pays où nous nous étions connus. Il accepta sans défiance, et nous voici arrivés ce matin vers les 9 heures. Moi je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés. Ça ne vieillit pas, le cœur des femmes. Et vrai, je ne voyais plus mon mari tel qu'il est, mais bien tel qu'il était autrefois. Ça, je vous le jure, monsieur. Vrai de vrai, j'étais grise. Je me mis à l'embrasser. Il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner. Il me répétait. Mais tu es folle. Mais tu es folle ce matin, qu'est-ce qui te prend? Je ne l'écoutais pas, moi. Je n'écoutais que mon cœur. Et je le fis entrer dans le bois. Et voilà. J'ai dit la vérité. Monsieur le maire, toute la vérité. Le maire était un homme d'esprit. Il se leva, sourit et dit: Allez en paix, madame, et ne pêchez plus, sous les feuilles. 11e partie. Une famille. J'allais revoir mon ami Simon Radevin, que je n'avais point aperçu depuis 15 ans. Autrefois, c'était mon meilleur ami. L'ami de ma pensée, celui avec qui on passe les longues soirées tranquilles et gaies, celui à qui on dit les choses intimes du cœur, pour qui on trouve, en causant doucement, des idées rares, fines, ingénieuses, délicates, nées de la sympathie même qui excite l'esprit et le met à l'aise. Pendant bien des années, nous ne nous étions guère quittés. Nous avions vécu, voyagé, songé, rêvé ensemble, aimé les mêmes choses d'un même amour, admiré les mêmes livres, compris les mêmes œuvres, frémi des mêmes sensations, et si souvent ri des mêmes êtres que nous nous comprenions complètement, rien qu'en échangeant un coup d'œil. Puis il s'était marié. Il avait épousé tout à coup une fillette de province venue à Paris pour chercher un fiancé. Comment cette petite blondasse, maigre, aux mains niaises, aux yeux clairs et vides, à la voix fraîche et bête, pareille à 100 000 poupées à marier, avait-elle cueilli ce garçon intelligent et fin? Peut-on comprendre ces choses-là? Il avait sans doute espéré le bonheur, lui, le bonheur simple, doux et long entre les bras d'une femme bonne, tendre et fidèle. Et il avait entrevu tout cela dans le regard transparent de cette gamine aux cheveux pâles. Il n'avait pas songé que l'homme actif, vivant et vibrant, se fatigue de tout dès qu'il a saisi la stupide réalité, à moins qu'il ne s'abrutisse au point de ne plus rien comprendre. Comment allais-je le retrouver? Toujours vif, spirituel, rieur et enthousiaste, ou bien endormi par la vie provinciale? Un homme peut changer en 15 ans. Le train s'arrêta dans une petite gare. Comme je descendais de wagon, un gros, très gros homme aux joues rouges, au ventre rebondi, s'élança vers moi les bras ouverts en criant « Georges !» Je l'embrassai, mais je ne l'avais pas reconnu. Puis je murmurai stupéfait « Christi, tu n'as pas maigri ?» Il répondit en riant « Que veux-tu? La bonne vie, la bonne table, les bonnes nuits. Manger et dormir, voilà mon existence. » Je le contemplais, cherchant dans cette large figure les traits aimés. L'œil seul n'avait point changé, mais je ne retrouvais plus le regard et je me disais « S'il est vrai que le regard est le reflet de la pensée de cette tête-là n'est plus celle d'autrefois, celle que je connaissais si bien. » L'œil brillait pourtant, plein de joie et d'amitié, mais il n'avait plus cette clarté intelligente qui exprime,
autant que la parole, la valeur d'un esprit. Tout à coup, Simon me dit « Tiens, voici mes deux aînés. » Une fillette de 14 ans, presque femme, et un garçon de 13 ans, vêtu en collégien, s'avancèrent d'un air timide et gauche. Je murmurai « C'est à toi ?» Il répondit en riant « Mais oui !»« Combien en as-tu donc ?»« 5. Encore 3 restés à la maison. » Il avait répondu cela d'un air fier, content, presque triomphant. Et moi je me sentais saisie d'une pitié profonde, mêlée d'un vague mépris, pour ce reproducteur orgueilleux et naïf qui passait ses nuits à faire des enfants entre deux sommes, dans sa maison de province, comme un lapin dans une cage. Je montai dans une voiture qu'il conduisait lui-même, et nous voici partis à travers la ville. Triste ville, somnolente et terne où rien ne remuait par les rues, sauf quelques chiens et 2 ou 3 bonnes. De temps en temps, un boutiquier sur sa porte ôtait son chapeau. Simon rendait le salut et nommait l'homme pour me prouver sans doute qu'il connaissait tous les habitants par leur nom. La pensée me vint qu'il songeait à la députation, ce rêve de tous les enterrés de province. On eut vite traversé la cité, et la voiture entra dans un jardin qui avait des prétentions de parc, puis s'arrêta devant une maison à tourelles qui cherchait à passer pour château. « Voilà mon trou, » disait Simon, pour obtenir un compliment. Je répondis « C'est délicieux. » Sur le perron, une dame apparut, parée pour la visite, coiffée pour la visite, avec des phrases prêtes pour la visite. Ce n'était plus la fillette blonde et fade que j'avais vue à l'église 15 ans plus tôt, mais une grosse dame à falbalas et frisons, une de ces dames sans âge, sans caractère, sans élégance, sans esprit, sans rien de ce qui constitue une femme. C'était une mère enfin, une grosse mère banale, la pondeuse, la poulinière humaine, la machine de chair qui procrée sans autre occupation dans l'âme que ses enfants et son livre de cuisine. Elle me souhaitait la bienvenue et j'entrai dans le vestibule où 3 mioches alignés par rang de taille semblaient placés là pour une revue comme des pompiers devant un maire. Je dis « Ah ! Voici les autres ?» Simon radieux les nomma. Jean, Sophie et Gontran. La porte du salon était ouverte. J'y pénétrai, et j'aperçus au fond d'un fauteuil quelque chose qui tremblotait. Un homme, un vieux homme paralysé. Madame Radevin s'avança. « C'est mon grand-père, monsieur. Il a 87 ans. » Puis elle cria dans l'oreille du vieillard trépidant. « C'est un ami de Simon, papa !» L'ancêtre fit un effort pour me dire bonjour, et il vagit. « Ouah, ouah, ouah !» en agitant sa main. Je répondis « Vous êtes trop aimable, monsieur !» Et je tombai sur un siège. Simon venait d'entrer, il riait. « Ah, tu as fait la connaissance de bon papa. Il est impayable, ce vieux. C'est la distraction des enfants. Il est gourmand, mon cher, à se faire mourir à tous les repas. Tu ne te figures point ce qu'il mangerait si on le laissait libre. Mais tu verras, tu verras. Il fait de l'œil aux plats sucrés comme si c'était des demoiselles. Tu n'as jamais rien rencontré de plus drôle, tu verras tout à l'heure. » Puis on me conduisit dans ma chambre pour faire ma toilette, car l'heure du dîner approchait. J'entendais dans l'escalier un grand piétinement et je me retournai. Tous les enfants me suivaient en procession, derrière leur père, sans doute pour me faire honneur. Ma chambre donnait sur la plaine, une plaine sans fin, toute nue, un océan d'herbes, de blé et d'avoine, sans un bouquet d'arbres ni un coteau, image saisissante et triste de la vie qu'on devait mener dans cette maison. Une cloche sonna, c'était pour le dîner. Je descendis. Madame Radevin prit mon bras d'un air cérémonieux et on passa dans la salle à manger. Un domestique roulait le fauteuil du vieux, qui, à peine placé devant son assiette, promena sur les desserts un regard avide et curieux, en tournant avec peine, d'un plat vers l'autre, sa tête branlante. Alors Simon se frotta les mains. « Tu vas t'amuser, dit-il. » Et tous les enfants, comprenant qu'on allait me donner le spectacle de grand-papa gourmand, se mirent à rire en même temps, tandis que leur mère souriait seulement en haussant les épaules. Radevin se mit à hurler vers le vieillard en formant porte-voix de ses mains. « Nous avons ce soir de la crème au riz sucré !» La face ridée de l'aïeul s'illumina,
Et il trembla plus fort de haut en bas pour indiquer qu'il avait compris et qu'il était content. Et on commença à dîner. Regarde, murmura Simon. Le grand-père n'aimait pas la soupe et refusait d'en manger. On l'y forçait pour sa santé. Et le domestique lui enfonçait de force dans la bouche la cuillère pleine, tandis qu'il soufflait avec énergie pour ne pas avaler le bouillon rejeté ainsi en jet d'eau sur la table et sur ses voisins. Les petits enfants se tordaient de joie, tandis que leur père, très content, répétait « Est-il drôle, ce vieux ?» Et tout le long du repas, on ne s'occupa que de lui. Il dévorait du regard les plats posés sur la table, et de sa main follement agitée essayait de les saisir et de les attirer à lui. On les posait presque à portée pour voir ses efforts éperdus, son élan tremblotant vers eux, l'appel désolé de tout son être, de son œil, de sa bouche, de son nez qui les flairait. Et il bavait d'envie sur sa serviette en poussant des grognements inarticulés. Et toute la famille se réjouissait de ce supplice odieux et grotesque. Puis on lui servait sur son assiette un tout petit morceau qu'il mangeait avec une gloutonnerie fiévreuse pour avoir plus vite autre chose. Quand arriva le riz sucré, il eut presque une convulsion. Il gémissait de désir. Gontran lui cria « Vous avez trop mangé, vous n'en aurez pas !» Et on fit semblant de ne point lui en donner. Alors il se mit à pleurer. Il pleurait en tremblant plus fort, tandis que tous les enfants riaient. On lui apporta enfin sa part, une toute petite part, et il fit, en mangeant la première bouchée de l'entremets, un bruit de gorge comique et glouton, et un mouvement du cou pareil à celui des canards qui avalent un morceau trop gros. Et puis, quand il eut fini, il se mit à trépigner pour en obtenir encore. Pris de pitié devant la torture de ce tantale attendrissant et ridicule, j'implorai pour lui. « Voyons, donne-lui encore un peu de riz. » Simon répétait. « Oh non, mon cher, s'il mangeait trop à son âge, ça pourrait lui faire mal. » Je me tus, rêvant sur cette parole. Ô morale, ô logique, ô sagesse. À son âge. Donc, on le privait du seul plaisir qu'il pouvait encore goûter, par souci de sa santé. Sa santé. Qu'en ferait-il, ce débris inerte et tremblotant? On ménageait ses jours, comme on dit. Ses jours? Combien de jours? 10, 20, 50 ou 100? Pourquoi? Pour lui? Ou pour conserver plus longtemps à la famille le spectacle de sa gourmandise impuissante? Il n'avait plus rien à faire en cette vie. Plus rien. Un seul désir lui restait, une seule joie. Pourquoi ne pas lui donner entièrement cette joie dernière, la lui donner jusqu'à ce qu'il en mourût? Puis, après une longue partie de cartes, je montai dans ma chambre pour me coucher. J'étais triste, triste, triste. Et je me mis à ma fenêtre. On n'entendait rien au dehors, qu'un très léger, très doux, très joli gazouillement d'oiseau dans un arbre, quelque part. Cet oiseau devait chanter ainsi, à voix basse dans la nuit, pour bercer sa femelle endormie sur ses œufs. Et je pensais aux 5 enfants de mon pauvre ami, qui devaient ronfler maintenant, aux côtés de sa vilaine femme. Bonjour et bienvenue dans ce 3e et avant-dernier vlog lecture sur le recueil de nouvelles Le Horla de Maupassant. On a lu 4 nouvelles. Je rouvre mon bouquin pour me souvenir de ce que c'était. C'était pas très funny comme... On n'était pas sur un grand niveau de blague. Hein. Le diable... Pardon. La première nouvelle, c'était le diable. Donc le paysan, sa maman qui est littéralement au bout de sa vie, qui est mourante, et la personne qui veille les mourants. Et on est en fait, de nouveau, on a des paysans normands qui sont symbolisés par leur avarice. Et je vous avouerai que c'est un truc qui commence un peu à me gêner, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très récurrent chez Maupassant. Je ne connais pas de paysans normands, mais je me dis que l'avarice, elle n'appartient pas qu'à la paysannerie, elle n'appartient pas qu'aux Normands, et elle n'appartient peut-être pas qu'aux paysans normands. Enfin, on a un peu cette impression-là. C'est pour ça que je crois que pour le dernier vlog lecture, je vous avais dit que j'avais l'impression qu'on avait quand même
un bourgeois qui se moquait des paysans, des pecnos, en faisant lire en fait ce type de nouvelles assez semblables, à savoir des bourgeois ou des nobles. Et je suis pas très fan en fait. C'est l'interprétation que j'en ai. C'est peut-être pas le cas. Parce que j'ai trouvé il avait pu avoir d'autres portraits de paysans qui étaient plus plus valorisants, je sais pas si ça se dit, mais qui avaient un regard un peu plus doux. Et là, c'est quand même bien vache. Et je le sentais venir honnêtement. L'histoire de l'histoire de le médecin qui se met en colère, le paysan qui dit oui, bon, c'est bon, je vais payer quelqu'un pour veiller ma mère, puis comme ça je peux aller au blé. Parce qu'après aussi, c'est juste une question de pratico-pratique. Le mec, il a l'air d'être tout seul ou pas loin. Il peut pas être à la fois à à ramasser ses blés et à veiller sa mère, qui va peut-être mettre des jours à mourir. Hum, C'est ballot, mais en fait, des fois, on est aussi face à des choix impossibles comme ça dans la vie de tous les jours, qui sont bien malheureux, évidemment, mais on peut pas être partout. On peut vraiment pas être partout. À cette époque-là, je pense qu'on aurait... Enfin, le monsieur, il a pas l'air d'avoir d'épouse ou d'enfant. Ce qui fait que c'est lui, normalement, à, qui devrait être à veiller sa mère, qui est sur la fin. Mais voilà, on peut pas être partout, tout simplement. Après, il aurait peut-être pu déléguer s'il travaille avec des gens. Mais bon. Donc il a appelé la mère Râpé, Râpé, R-A-P-E-T, ça m'a fait rire, ils ont des noms un peu bizarres. Euh, et c'est vrai que dans le temps, moi, je me souviens qu'il y avait des femmes aussi enfin des femmes qui étaient croyantes, qui s'occupaient en fait d'accompagner les mourants du temps où on mourait à la maison. Donc moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, on va dire, on était quand même déjà de plus en plus dans des morts qui étaient institutionnalisés, des gens qui étaient à l'hôpital, quoi, qui mouraient à l'hôpital et pas chez eux. Et c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Je sais pas si c'est un mal, si c'est un bien. Je pense que le fait d'éloigner aussi quelque part la mort des foyers, ça fait que la mort fait peur, alors que quelque part elle est juste naturelle, parce que c'est juste la conclusion de la vie. Et voilà, c'est triste tout quand même, hein, ma foi. Donc, enfin, j'ai trouvé ça assez... Ça provoque un peu un rire jaune quand même. L'histoire de non, je vais pas la payer tant d'argent par jour parce que maman, je la connais, elle va peut-être durer une semaine, j'ai pas envie de dépenser tout ça. L'histoire du diable aussi, c'est bâtard. La mamie, enfin celle qui veille la morte, qui essaye d'accélérer le truc pour gagner un sou et avoir travaillé un jour de moins. Oh, je trouve ça hyper bâtard. C'est méchant. Enfin, c'est vraiment méchant en fait. Et bon, moi j'avais bien capté à la fois dans les contes du jour et de la nuit et dans le Horla que on n'est pas dans la glorification des comportements humains les plus chevaleresques, hein, bien au contraire, mais c'est vrai que on est quand même bien bas là. Déjà, je trouvais chez Jane Austen, elle parvenait à dépeindre par exemple la, la mesquinerie ou l'avarice, etc. Surtout dans Raison et sensibilité, l'avarice. Il y avait l'égoïsme dans Mansfield Park. Orgueil et préjugés, c'était autre chose. Mais ouais, je trouve que ça donne pas une facette positive à l'humanité. Bon, enfin, je fais une grande généralisation, évidemment, mais ça donne pas une facette très positive à l'humain. Et j'ai peut-être tout simplement plus envie de lire ce genre de choses, tout simplement. Donc c'est peut-être que c'est mes envies de lecture qui s'accordent pas avec ce que je lis actuellement de Maupassant. Mais après, c'est toujours rondement bien mené, c'est assez drôle. Les rois. Alors, nouvelle suivante, c'était les rois, c'était la compagnie de hussards qui a trouvé une super maison bourgeoise, ils y sont rentrés comme ça, et le mec qui veut des femmes pour manger.
Alors moi, je me suis dit, bon, je pense que vous avez pensé comme moi. C'est des mecs qui, ils doivent un peu crever la dalle. Ils sont pas très nombreux. C'est des nobles quand même, hein. Voyons, enfin voyons. Mais, enfin, ils doivent mener une vie quotidienne qui est pas facile. Il y a des gens qui meurent. Ils sont en guerre. Je connais pas très bien cette guerre-là. C'est pas la première fois qu'il l'a décrit, Maupassant. Et je pense qu'il n'y a pas été lui non plus à cette guerre, je m'en souviens plus. Je ferai un petit récap sur sa vie, mais la semaine prochaine. Mais un truc pas très long, hein. Un truc qui va durer 5-10 minutes, je pense. Et bref, c'est une guerre que je ne connais pas, les guerres prussiennes. Il me semble que c'était Napoléon contre la Prusse, un truc comme ça. Je sais plus, enfin le choc de deux empires quelque part. Je suis peut-être déjà décalée parce que c'est peut-être pas ça, hein. Je m'en souviens pas en fait, je maîtrise pas. Mais c'est pas la première fois que Maupassant en parle. Et le truc qui. Moi, j'ai vraiment craint que le gars, il réclame des femmes pour un peu aller trousser une petite servante discrètement, quoi. Mais là, il demandait des femmes, femmes bien, si tu veux, des femmes qui ont un peu de conversation. Et j'ai un peu craint, en fait, qu'on se dirige vers euh, des agressions S, allons-nous dire, voire des V, même si c'est des nobles, parce que bon, ils ont une vie qui est quotidienne, une vie quotidienne qui est pas facile. Ils doivent avoir la dalle, ils doivent avoir peur, ils vivent dans des conditions qui sont pas forcément top quand ils vont pas, quand ils rentrent pas dans des maisons bourgeoises comme ça qui sont fermées. Donc peut-être que c'était un petit peu bon. On risque de crever demain, donc youpi tralala, faisons ce qu'on a envie. Parce qu'on peut mourir demain. Et je me suis dit, oh putain, si on se dirige vers ça, ça va me saouler fort. Donc j'avais un peu peur. Mais quand le curé s'est mis à se marrer en disant, j'ai trouvé quelle femme vous amenez, j'ai d'abord pensé qu'il allait se pointer qu'avec des bonnes sœurs. Et je trouvais ça très incorrect en fait. J'ai l'impression qu'ils n'auraient pas été interrompus, que les soldats, ces nobles, auraient continué un peu à forcer les vieilles femmes qui sont malades, qui tiennent pas bien debout, euh, qui sont indigentes, hein. Ils les auraient forcées en fait à boire pour les mettre dans des sales états et pour se foutre de leur gueule. Donc je trouve pas ça très funny. Ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu ce film-là, je sais plus de qui c'était. C'était Fury. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on suivait une équipe de tankistes, donc des gens, des Américains, il me semble, qui étaient dans les tanks, sachant que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils avaient une avancée technologique pour les tanks. Les tanks des autres, enfin les tanks américains ou français, etc., ils étaient moins avancés, moins costauds. Costaud à la fois au niveau, je pense, de la carapace, on va dire, je sais pas comment ça se dit, là, la carrosserie, et costaud, on va dire, sur un plan mécanique ou technologique. Le tank allemand était plus avancé. Et à un moment, les Américains, ils arrivent dans une... je sais plus où c'est exactement, mais ils arrivent dans une maison où... je crois qu'elle est à moitié éventrée d'ailleurs, cette maison. Mais genre, grande maison bourgeoise. Il me semble qu'il y a quelques femmes qui restent là. Il y a peut-être bien une servante aussi. Et en fait, ils réclament à manger. Donc, bah, je crois qu'ils sont en Allemagne. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et si vous voulez, il y a quelques-uns parmi ces gars-là qui ils en chient, hein. Les gars, ils en chient vraiment. Ils sont, enfin, ça devient quasiment des bêtes sauvages, quoi. Euh, et le chef, il essaye en fait de faire en sorte que tout le monde, enfin, qu'on respecte un petit peu les gens chez qui on va et à qui on impose de nous nourrir. Et il y en a un qui, je pense qu'il y en a un qui est à fond dans le PTSD, qui paraît très instable, et l'autre qui est surtout, j'ai envie de dire un connard, mais je pense pas seulement. Et on assiste à un repas qui est
avec une tension de fou. Le... Je me souviens je crois qu'il y avait quatre personnages. Il y avait le gars le chef, c'est Brad Pitt. John Bertal, c'est le connard. Le PTSD, c'était Shia LaBeouf, je sais pas comment ça se dit. Et il y avait, il me semble, un quatrième qui parlait allemand. Et il me semble bien que c'était que des femmes allemandes. Et il devait y en avoir deux ou trois. Et je trouve qu'on est un petit peu là-dedans, où on se dit, ça pourrait déraper vers quelque chose de pas funny du tout, là. Euh, et en fait, j'ai l'impression que le chef là des hussards, je reviens sur la nouvelle de Maupassant, le chef de hussards, en fait, il n'a pas capté ce qu'avait en tête son pote là qui demande des femmes. Comment il s'appelle son pote? Marchas. Il n'a pas capté ce qu'il voulait. J'ai l'impression que les autres, par contre, ils ont l'air plus bon enfant en fait, mais que Marchas, il a plus une idée derrière la tête et qui est vraiment pas fun du tout. Vraiment plus une posture d'agresseur. C'est vraiment l'interprétation que j'en fais. Je sais pas. Mais. Et on se dit, au final, en fait, ils ont été interrompus parce que les autres qui étaient postés, ils ont demandé qui c'est qui venait, mais le vieux, il a pas entendu, patati patala. Du coup, ça a un peu flingué la soirée, façon de parler. Mais on sent en fait qu'ils sont vraiment sous tension, et que ça peut déraper. Ça peut déraper grave. Je sais pas si vous avez ressenti ça au niveau de la lecture, mais bon, ouf, on a échappé à des trucs trop affreux. Je dis pas que tuer le petit vieux qui a pas entendu, c'est pas grave, mais on va dire c'est des dommages collatéraux. Je Peut-être que le petit vieux là, il allait récupérer ses bêtes ou des trucs comme ça, et que guerre ou pas guerre, de toute façon, il travaille à cette heure-là. Mais parce qu'il y avait peut-être pas de couvre-feu ou de choses comme ça en ce temps-là. Puis peut-être que le couvre-feu, il n'était pas franchement applicable. Là, on a l'impression qu'ils sont dans une toute petite ville. Ils disent qu'il y a qu'une douzaine de maisons qui tiennent debout. Dans les 12 maisons, il y a peut-être quatre cinq familles qui restent. Il y a personne en fait. Il y a personne. Donc ouais, celle-là, c'est pas que je l'ai pas aimée, c'est surtout que j'ai vraiment craint qu'il allait se passer autre chose. Donc je sais pas si le but c'était de dire oulala, les soldats ils peuvent devenir méchants, ou si le but c'était plus de faire peur en fait, de faire craindre au lecteur qu'il allait se passer quelque chose pour au final partir sur autre chose. Je sais pas. Donc j'attends vos interprétations si vous souhaitez les partager avec moi. Ah, Au bois, la dixième. Alors la dixième, elle m'a fait marrer. C'est le petit couple, en fait, un couple un peu âgé. Excusez-moi si vous avez ces âges-là. Moi, j'ai 43 ans. Donc, madame a 55 ans, monsieur a 60 ans. Et c'est un couple marié qui, je pense, a dû beaucoup travailler depuis qu'ils ont la mercerie. Et la petite flamme s'était un petit peu éteinte, et le fait de retourner à l'endroit où ils se sont connus jeunes et où ils se sont aimés jeunes, ben ça a mis madame qui était déjà un petit peu à rêver en fait à l'amour, à être aimée, tout ça, ça a mis madame dans tous ses états. Et quelque part j'ai trouvé ça super marrant, enfin assez attendrissant, parce que c'est vrai, je sais pas si vous lisez de la romance, mais très souvent la romance, ça dépend pour quelle cible de lecteur c'est, mais ça va surtout concerner des très jeunes, enfin des très jeunes adultes de, on va dire 18-25. Là on est sur du young adulte grosso modo, voire 18-30. Et je dis 18 parce que c'est à partir de là, en théorie, qu'on peut mettre un peu de scènes spicy, de scènes qui peuvent se passer dans des bois. Et on peut avoir aussi des histoires d'amour qui se passent, enfin des romances qui se passent avec des personnes qui ne sont plus à la fac, qui ne rentrent plus dans la vie active parce qu'ils y sont depuis quelque temps. Et c'est vrai que ce qu'on n'a pas beaucoup, c'est des romances avec des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans. Et il y en a de plus en plus, notamment Joan von Haff en avait fait une sur une femme d'une cinquantaine d'années, je crois, après avoir écrit sur ses filles, un truc comme ça. Je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse.
Et bref, il n'y a pas de date de péremption. Je sais pas s'il y a une date de péremption sur le désir. Je sais pas s'il y a non plus une date de péremption sur sur l'amour, sur le fait de ressentir plein de choses, enfin d'avoir du désir, d'avoir envie d'être belle, d'être désirée, d'être aimée. Donc, ouais, là-dessus, je l'ai bien aimé. Là, vous voyez, là, j'ai vu la tendresse de l'auteur ici. Alors qu'on partait sur quelque chose qui était peut-être un petit peu ridicule, où moi, il m'a fait marrer le maire qui dit, mais bah, ils sont pas mariés. Si, ils sont mariés ensemble, mais pourquoi est-ce qu'ils vont aller rouler dans les feuilles mortes dans les bois? Donc, quelque part, c'était assez rigolo. Bon, ils se sont fait gauler, quoi. Donc, ouais, celle-là, elle était assez cocotte. Une famille, je viens de la lire et boum, j'ai oublié. Alors celle-là, je l'ai trouvée très cruelle, hein. C'était les deux potes qui ne se sont pas vus depuis 15 ans. Et lui, il y a un des potes qui s'est marié entre-temps et qui a changé. Et mon Dieu, mais le mariage, mais quelle horreur! Alors, j'ai pas aimé du tout la manière dont le narrateur, il envisage le mariage. Comment les gens, en fait, changent en devenant époux, épouse, père de famille, avec la petite maison à la campagne. Et j'ai pas aimé du tout non plus comment il traitait le grand-père. En plus, on a l'impression on est sur un grand-père un monsieur qui a l'air paralysé. Je sais pas si vous connaissez, mais au niveau de la description de ce qu'il en fait, Maupassant, on a quand même l'impression d'avoir quelqu'un qui n'est plus en capacité de parler. Il est peut-être plus en capacité forcément de comprendre et c'est vrai que l'intérêt qu'il peut avoir en fait ce grand-père est très restreint. Ça retourne un petit peu quelque chose d'assez enfantin quelque part, bébé même, sur la bouffe, hein, tout bêtement. Et j'ai l'impression en fait qu'ils sont beaucoup en train de se moquer de quelqu'un qui est en très mauvaise santé et qui a juste envie de bouffer du riz au lait. Et j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé du tout. Surtout bah non, faut pas qu'il mange trop, il va être malade. Mais il est vieux. Foutez-lui la paix, il est vieux. Je sais pas. C'est les derniers petits plaisirs, enfin, j'en sais rien, moi, qui mange ses gâteaux, quoi. Surtout qu'on le force à manger sa soupe, qu'il recrache, tout ça. Ça fait une espèce de petit spectacle, en fait, où tout le monde se moque de lui, tout en se disant, oh là là, qu'il est mignon et compagnie. Et, oh, j'ai pas aimé du tout. La nouvelle est... Enfin, la nouvelle en elle-même, elle est cool. Le sujet, il se maîtrisait évidemment, mais c'est la manière dont on s'est fait qui me plaît pas. Et parce que en fait, il tourne quelque part quelqu'un qui est tourné en ridicule, mais c'est contrebalancé par le fait que l'ami de la famille, justement l'ami du mari, dit, enfin pense, ça serait peut-être bien de laisser le petit vieux manger son riz au lait, quoi. Bon, j'ai trouvé assez cruel, donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cruel chez Maupassant. J'aimerais bien le découvrir sur un livre un roman par exemple, quelque chose de plus long. J'ai une vie quelque part par là, mais en fait, plus je le lis et moins j'ai envie. C'est comme Balzac, j'ai eu besoin de faire une grande pause avec Balzac, donc je me demande si je vais pas être un petit peu sur le même registre avec Maupassant. Donc voilà, je vous dis donc on est à 75% du roman, du recueil de nouvelles, pardon. Il nous reste donc le dimanche prochain où il y aura 3 nouvelles seulement. On aura Joseph, l'auberge et le vagabond. Donc Joseph est assez court, le vagabond aussi, l'auberge est plutôt longue. Ça sera à peu près grosso modo une vidéo de la même longueur que celle-ci. On se retrouve demain pour les mutinées de Elseneur où on va lire 30-35 pages et rebelote dimanche prochain et on finira. J'ai déjà programmé pour toute fin novembre, pour le dernier dimanche de novembre et deux dimanches de décembre, Shirley de Charlotte Brontë. C'est un roman qui va être long parce que c'est quand même un bon pavé avec des chapitres qui sont très longs. Ma troisième vidéo fait 2h30, un truc comme ça, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et bref,
Je pense que je vais pas lire de contes tout de suite parce que j'ai la formation Licard qui dure encore un mois. Ça passe trop vite. Et en fait, je suis un petit peu crevée, donc je vais être juste sur Shirley, je pense. Et je vais essayer de faire les vidéos du mercredi aussi. On verra, il y aura peut-être des comptes de nouveau que en janvier. J'aimerais bien retourner sur des comptes, par contre, pas sur des nouvelles. Mon passant m'a un peu lassée. Je dis pas que j'aime pas, hein, c'est juste que il y a des trucs auxquels j'adhère moins, tout simplement. C'est moins ma tasse de thé, on va dire. J'ai préféré des nouvelles ailleurs. Mais j'aime bien le fait de lire du format court. Ça, j'en lis pas assez. Je vous souhaite un très bon samedi. À dimanche donc pour les mutinées du Lelsonneur. Mercredi, ce sera probablement une série, une vidéo sur une série de romances ou une vidéo sur des romances de Noël. Ou peut-être, mais peut-être pas, des romances sur une vidéo sur des romans, enfin des histoires qui peuvent se lire à Noël, quelque chose autour aussi de la fantaisie animalière, etc. On verra. Je pense que ça va être plutôt la série de romances, parce que là j'ai quasiment fini le dernier livre. Très bon samedi, faites de beaux rêves. lisez tout plein et rêvez tout grand comme d'habitude. Et moi je vais essayer de soigner mon rhume parce que je parle du nez depuis au moins 3 semaines. C'est assez affreux. Allez, salut!